Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Alors, bonjour à tous, c'est désormais quasiment un rendez-vous hebdomadaire. Cette semaine, je vais vous parler d'écriture. Je vais essayer de vous en parler à partir d'expériences concrètes, mais aussi de ce que ça peut vouloir dire dans notre pratique d'entrepreneur et dans notre vie quotidienne. Donc, je vais commencer en arrière-plan de ça. Il y a une expérience personnelle que j'ai faite la semaine dernière à Venise. Je me suis retrouvé dans un atelier euh, qui est un atelier qui a été créé par une artiste américaine qui s'appelle Morgan O'Hara, qui a créé cet atelier en 2017 lors de la première élection de Trump. Elle a, dans le cadre d'un, on va dire, d'un format qui s'appelle Activisme pour les introvertis, elle a mis en place des ateliers qui s'appellent Recopier la Constitution pour faire un retour aux sources, un retour aux choses essentielles, alors que beaucoup des choses essentielles sont quand même remises en question par l'actualité. Et donc Morgane, qui est une introvertie, qui est une artiste, s'est retrouvée plutôt que d'aller manifester à Washington, je pense que les manifestations étaient en janvier 2017, s'est retrouvée à la bibliothèque publique de New York pour commencer à recopier la Constitution américaine. Et depuis ce moment-là, elle invite des gens à participer à des ateliers de recopiage de la Constitution. Et donc, je me suis retrouvé il y a 15 jours dans un atelier à Venise où, plutôt que de recopier la Constitution américaine, j'ai recopié la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc celle qui a été rédigée en 1948. Et c'est un exercice intéressant. Donc moi, vous me voyez à l'œuvre. Je voulais donner un petit peu comment dire, de couleur à mon travail de recopiage. En rouge, c'est la barbarie que cela nous évite. Et en orange, c'est les bienfaits de cette déclaration-là. Ce qui est intéressant, c'est que donc on se retrouve dans un groupe à recopier son document officiel dans sa langue plus ou moins officielle. Donc à côté de moi, j'avais une péruvienne qui faisait en langue inca, une kazakh qui le faisait en kazakh, enfin bref, toutes les langues autour de la table. Mais on se retrouve dans une situation, dans une posture de Damien, quasi-méditation, en fait. on voit pas ta présentation, Damien. Aïe, bah, c'est On te voit toi. c'est bizarre parce que j'ai partagé. Alors attends, merci de cette précision, machin. Hop. Ah oui, c'est moi, j'ai toujours sauté une étape. Je suis quand même incroyable, hein. Hop là, ça devrait aller mieux. Ça va mieux comme ça? C'est incroyablement mieux. Ah ouais, mais moi j'ai des problèmes avec la technologie. Donc je la refais rapidement. Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948, artiste américaine, 2017, pardon, forme passive ou silencieuse de protestation contre Trump, avec des ateliers qui sont faits depuis maintenant donc quasiment une dizaine d'années. Il y en a 150 qui ont été faits. Et donc moi je me suis retrouvé dans cet endroit à recopier la Déclaration universelle des droits de l'homme pendant 2 heures. Ce qui est intéressant, c'est l'effet, l'impact que d'écrire à la main et de recopier à la main euh, une formule ou des formules. Pendant, on va dire, une petite semaine, j'ai ruminé tout ce que j'avais écrit. Euh, donc je connaissais officiellement le document, je savais à quelle date il avait été fait, mais jamais j'étais rentré dans le vif du sujet, dans la rédaction, en fait, de ce qui était vraiment. Là, ça m'a permis de me rendre compte immédiatement que quand même le sujet est très clair et on voit ce que c'est les droits de l'homme et on voit aussi par défaut ce qui n'est pas les droits de l'homme. Donc c'était intéressant. Je me suis bien évidemment rappelé les copies que j'ai dû faire quand j'étais en pension. Je trouvais une poésie assez sympa de Claude Roy. Vous me copierez 200 fois le verbe je n'écoute pas, je bats la campagne. J'ai effectivement beaucoup battu la campagne. Je bats la campagne, tu bats la campagne. Il bat la campagne à coups de bâton, mais la campagne, pourquoi la battre? Elle ne m'a jamais rien fait. Au bout du bout, c'est je n'écouterai pas la leçon et je ne battrai pas la campagne, bien évidemment. Mais il y a un lien quand même entre ce que j'écris à la main, l'impact que ça a sur mon cerveau,
Et il y a évidemment des liens cognitifs qui sont intéressants. Donc, le premier sujet sur lequel je me suis penché, c'est d'où vient le mot écrire. Alors, c'est évidemment dans les langues indo-européennes qu'il faut chercher l'explication. Écrire, ça vient d'un mot indo-européen qui est sker, qui veut dire gratter, inciser. Donc, quand on voit les premières formes d'écriture, donc cunéiforme, Mésopotamie, on voit effectivement que c'est gratter et inciser dans la pierre ou dans l'argile. Dans le même mot, on voit, c'est la deuxième photo, et c'est la même racine qui sont les scarifications. Pour bien comprendre l'évolution du mot, en grec, c'est scarifos, mais pour ceux qui ont fait un peu d'étymologie, on sait qu'on peut jouer avec les voyelles. Donc, quand on enlève le A de scarifos, on revient à scriphos. Et scriphos, évidemment, on est très proche de scribos en latin, scrivere en italien. On garde en français scarification. En anglais, on a scar et on a cicatrice. En danois, on a sker, qui veut dire couper, trancher, entailler. Et en italien, bien évidemment, on a toujours scrivere. Ce qui est étonnant et ce qui m'intéresse, c'est que le stylet, en fait, est resté, et on voit bien le lien entre, on va dire, le gravage, les scarifications et le stylet. Un peu d'histoire. Donc là, j'ai continué à m'intéresser sur l'écriture et bien évidemment l'imprimerie. Donc dans ma tête, j'étais évidemment très focus sur Gutenberg en 1455, mais en fait, le premier livre est un livre qui a été fait en Chine, qui s'appelle La Sutra du Diamant en 868, donc c'est quand même quasiment 700 ans avant, avec un procédé qui est un peu différent de celui de Gutenberg, puisque c'est la xylographie, donc c'est avec des plaques en bois, jusqu'à l'invention de l'imprimerie, qui est en fait la possibilité de bouger des caractères et d'adapter très rapidement l'impression en fait à différents livres. Ce sont les moines copistes qui assurent la transmission du savoir, mais aussi la censure et aussi le contrôle du savoir, notamment en recopiant la Bible. Et tout ça s'effondre quelques années, évidemment, après la création de l'imprimerie, puisque l'information se diffuse beaucoup plus rapidement, avec Luther, donc en 1517, donc c'est 60 ans après Gutenberg, où il se prononce contre les indulgences. Et donc, grâce à la propagation du savoir et un contrôle différent de l'écriture, on va dire les débats intellectuels vont se faire beaucoup plus vifs. Pour la petite histoire, en fait, Luther va lutter contre les indulgences. Et les indulgences, c'est un moine romain qui vient en Allemagne et qui dit, voilà, on peut vous sauver de vos péchés si vous payez, mais la vraie entreprise, c'est financer la restauration de Saint-Pierre de Rome. Pour revenir à des choses beaucoup plus individuelles, un peu plus prosaïques, je suis sûr que vous connaissez tous le film Eat, Pray, Love avec Julia Roberts, qui est en fait fondé sur un bouquin d'une nana qui est assez connue, qui s'appelle Elisabeth Gilbert, qui est un livre, on va dire, de développement personnel. Ce que l'on sait moins, c'est que son livre est basé, c'est fondé sur un livre qui a été publié en 1992, qui s'appelle The Artist Way. Je connais le Artist Way puisqu'on me l'a offert. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, d'abord, Elisabeth Gilbert dit que son bouquin et le film n'auraient jamais pu voir le jour sans ce bouquin-là. Et qu'est-ce qui est proposé? Quel est le programme qui est proposé dans The Artist Way? En français, c'est libérer sa créativité. Je trouve que c'est beaucoup moins joli. Mais dans ce livre, il y a un programme en fait qui repose sur deux piliers importants. Le premier, et ça rejoint notre histoire ou notre sujet de l'écriture, c'est écrire tous les matins 3 pages d'écriture libre, rédigée dès qu'on se réveille. On écrit ce qu'on veut, ce qu'on peut, mais on écrit ces 3 jours et on le fait pendant 12 semaines. À ça se rajoute ce qui s'appelle un artist dates. Donc, une fois par semaine, on s'octroie un temps, un moment avec soi-même pour un composé artistique. Donc, c'est la visite d'un musée, ça peut être la lecture d'un bouquin, ça peut être un concert, mais on renoue avec soi, en fait, à travers l'écriture et à travers ce rendez-vous artistique d'inspiration. J'ai été aussi m'intéresser sur ce que dit la science, sur le pourquoi et la valeur de l'écriture manuelle, plutôt que celle au clavier, ou même carrément aujourd'hui on peut dicter. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait des études, de la recherche scientifique, où il est prouvé en fait que quand on écrit à la main, on mémorise mieux, on mémorise plus rapidement,
le cerveau travaille mieux et travaille différemment. Donc, c'est scientifiquement éprouvé que travailler avec sa main et écrire avec sa main, c'est quelque chose de mieux que d'écrire avec son clavier. J'ai regardé un petit peu la situation en France, parce que je ne veux quand même pas avoir l'air d'un vieux qui râle et qui dise c'est quand même mieux avant. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'écrivent qu'avec le clavier. Il y a beaucoup moins de gens qui écrivent à la main. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même, on va dire, là je regarde les chiffres rapidement, il y a encore un quart des Français qui préfèrent écrire à la main. Et ça vient en symétrie directe avec le quart des Français qui disent le clavier, c'est quand même nettement mieux. En conclusion, ce que j'ai envie de dire, c'est que écrire et écrire à la main, c'est pas une affaire banale, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Et donc, il faut avoir quelques considérations sur ce sujet. Les quelques questions, les quelques considérations que j'avais envie de vous partager, c'est quelle est la part de l'écriture manuelle dans votre vie? Premièrement, se pencher sur sa signature. Moi, j'ai tendance à signer comme un médecin, absolument illisible. Est-ce que ça vaut pas le coup de s'y arrêter un peu plus? Est-ce que ça ne vaut pas le coup de s'arrêter un peu plus pour partager des notes? Je pense aussi aux dédicaces. À chaque fois qu'on m'offre un bouquin, je demande une dédicace par la personne qui m'offre le bouquin. Dédicace qui, bien évidemment, est faite à la main. Ça me permet de remettre, je dirais, en perspective le moment où ce livre m'a été donné et l'intention qu'il y avait derrière. Le dernier bouquin qu'on m'a donné, c'est un espèce de rebelle, révolté, alternatif sicilien qui m'a donné son livre de poésie. Et il m'a fait une dédicace très touchante. Bon, il y a aussi bien évidemment les lettres, les invitations, les vœux. Et en dernier point, je me suis noté quelle est la police de caractère que j'utilise dans ma charte graphique. C'est tout con. Quand je vois des présentations en Arial 12, je me dis les gens ne se sont pas posé la question. Se sont pas posé la question d'une part du choix, d'autre part de la cohérence entre le message qu'ils veulent transmettre et, la police de caractère qu'ils choisissent. Je vous donne un exemple très concret. Je travaille sur la création d'une marque en Turquie. J'ai cherché évidemment une police de caractère qui avait un caractère, on va dire, ottoman, moyen-oriental, musulman, bien qu'étant des caractères latins. C'est la police de caractère que j'utilise ici, qui n'est pas du Times New Roman, qui n'est pas du Arial, justement, qui est autre chose. Pour terminer, et qui est une espèce d'ouverture et comment dire, d'appel ou d'invitation, j'ai eu plusieurs choses en tête, pour rien vous cacher. La première chose, c'est un poème des Fleurs du Mal de Baudelaire qui s'appelle Correspondance. Donc correspondance n'est pas innocent dans ce cadre-là, bien évidemment. En fait, Baudelaire explique que tout est signe et tout est invitation et tout communique ensemble. Et donc, derrière, il y a ce que je perçois, ce que j'exprime et la façon dont je l'exprime a un impact sur ma façon d'être en général. Le deuxième poème que j'avais en tête, c'est un poème de René Char qui commence comme ça, qui dit au plafond bleu de la libellule, un enfant fou s'est pendu. Donc, c'est avoir aussi une liberté par rapport au vocabulaire, par rapport au sens, pour justement libérer sa créativité. Et puis finalement, j'ai plongé sur aussi des paroles de Baudelaire dans le spleen, où il dit très clairement, il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie, j'insiste, ou de vertu à votre guise, mais enivrez-vous. Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante et à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie, de vertu à votre guise. C'est bien évidemment une invitation à écrire, à être créatif et à ouvrir d'autres espaces. Je vous remercie beaucoup.
J'avoue que c'est toujours un passage par la poésie qui nous ramène à notre quotidien. Merci Damien pour ces espaces de liberté que tu amènes dans ces chroniques. Euh, pour partager quelque chose de plus de récent et de plus directement lié à la vie de l'entrepreneur, quand on essaye de faire un plan stratégique à 3 ans, à 5 ans, on essaie de se projeter sur les choix compliqués qu'on peut faire, souvent la main est un outil très précieux. C'est-à-dire que passer au paperboard et écrire un petit peu comme ça sa vision au tableau blanc et libère dans le cerveau quelque part une capacité à faire des associations, à faire des liens. Et moi, souvent, j'amène les entrepreneurs à prendre le stylo. Alors, pas forcément sur le papier, parce que c'est vrai que ça s'est beaucoup perdu, même si ça serait sans doute une très bonne chose. Mais au moins au tableau. Et par rapport à ça, pour partager une anecdote, il y a une cliente entrepreneur qu'on accompagne et qui vient à chaque rendez-vous avec son petit carnet noir dans lequel elle a noté les 5 ou 10 questions qu'elle veut qu'on traite pendant notre rendez-vous mensuel. Et elle l'a fait de façon manuscrite. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est une cliente qui prend souvent le train, que c'est dans le train qu'elle trouve l'espace de temps, donc dans le voyage, qu'elle trouve l'espace de temps pour utiliser le papier et le crayon. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a une connexion entre le voyage et l'écriture? Euh, j'ai en tête une citation, je ne sais pas de qui elle est, c'est qui dit en gros qu'il faut faire de sa vie une œuvre d'art. Euh, donc ça, c'est la première chose qui me vient en tête. La deuxième, c'est évidemment, avec le voyage, on rentre dans la narration et le storytelling. Euh, c'est compliqué. La réponse, c'est oui, mais on est dans l'expression, on est dans la découverte en fait d'un récit qui se déroule au fur et à mesure de son voyage. Euh, et après, je répondrai évidemment par une pirouette qui est la vie n'est-elle pas finalement un long voyage et dont il faut accepter en fait de ne pas connaître vraiment la destination et dont il faut surtout profiter de chacune des étapes ou du chemin en fait, de l'inédit. Ce serait ça ma réponse. J'ai une autre chose qui est liée au paperboard. C'est quelque chose que vous connaissez tous certainement, qui est la méthode des post-it, où en fait on pose une question à un groupe et chacun donne sa réponse sur des post-it manuellement, et en fait vient poser le post-it sur un paperboard, et ensuite on fait une segmentation en fait en fonction du type de réponse qu'on a obtenu. Et je vois en fait dans l'expression de son opinion couchée sur papier en fait, coucher sur papier son opinion et en fait ensuite la mettre sur un mur. Il y a un travail littéral d'expression à travers l'écrit qui est très intéressant et qui me semble pertinent. Le langage digital est quand même d'une pauvreté effarante et d'une efficacité hallucinante. Voilà, c'est aussi ce que j'ai envie de dire. Ouais, non, non, c'est ça ma réponse, mais c'est mon expérience. En résumé, pour aller vite, fais un email. Pour penser loin, prends ton stylo Ouais, penser loin et penser profond. et penser Et profond. puis penser avec son cœur, en fait. Penser avec ses émotions. Euh, c'est c'est Jean-Louis Dumas-Hermès qui, lorsqu'il accueillait ses visiteurs au 24 rue du Faubourg, où il y a une terrasse au-dessus du magasin, euh, avant de commencer ses rendez-vous, il disait: Bon, venez, on va faire une promenade dans le jardin. Et là, généralement, il disait: Est-ce que vous pouvez me citer 3 noms de plantes? Et donc, en fait, c'est décaler le langage ou le discours efficace et implacable vers quelque chose de plus poétique, de l'ordre de la connaissance plutôt que du savoir. Et ça me semble très intéressant. Ok.
Ok, Voilà. magnifique. Est-ce que parmi nos participants en live aujourd'hui, y a-t-il des questions pour Damien ou des partages d'expériences? Oui, Pascal. Oui, bonjour à tous et à toutes peut-être. Juste une remarque. Moi, depuis quelques années, lorsque j'écoute quelqu'un, il m'arrive de faire des dessins plutôt que d'écrire. Voilà, donc c'est dans la ligne, hein, mais c'est vrai qu'il y a une expression semi-consciente ou semi-inconsciente qui permet d'exprimer, de relier des éléments que la conscience ne voit pas vraiment.